une nouvelle vision. Le symbolisme revient à se doter d'une nouvelle vision. On doit se montrer curieux de tout pour voir les choses selon leur propre nature, sans toujours vouloir les changer. Le ressentiment, la peur et l'excès de philosophie sont le contraire de la vision symbolique. On désire changer le monde entier. On veut accrocher le tableau à l'envers, mais ça ne fonctionne pas. Les Sheraton, les Holiday Inn, les bistrots, les restaurants sont toujours là. Tout reste là, tout à fait solide, bien défini. Si on se positionne face à ça, tout devient sans humour, rigide. Ça ne veut plus rien dire. C'est la même vieille vie qui donne la chair de poule. Toute notre vie, nous avons eu du mal à faire face aux choses telles qu'elles sont, qui ne sont d'ailleurs pas si bonnes. Mais nous pourrions changer d'attitude. Nous pourrions voir les choses telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont, dans leur propre espace. Au fond, nous percevons un monde carré où il y a un plafond, des murs et un plancher. C'est comme voir à travers la lentille d'une caméra. Il y a toutes sortes de perspectives. D'abord, l'espace au-dessus, le plafond ou le ciel. Certains aiment à penser qu'il y a quelque chose au-dessus du plafond, au grenier. Toutes sortes de gens y habitent et font des affaires en bas. D'autres pensent qu'il existe quelque chose derrière les murs, des voisins, des villes, des autoroutes. Puis il y a le plancher et peut-être au-dessous la cave ou le centre de la Terre, où le magma est en pleine fusion. Il pourrait exploser n'importe quand. Je suppose que ça peut arriver un jour. Nous vivons donc dans un monde carré. Même si nous sommes à l'extérieur de notre maison, notre monde reste carré. Dehors, quand on regarde en haut et qu'on aperçoit le plafond, on l'appelle ciel. Autour, on voit des montagnes ou des immeubles. Et si on baisse les yeux, on aperçoit des rues ou des sentiers. En général, c'est ce monde-là qu'on voit. On aimerait trouver un endroit où s'appuyer, se reposer, comme un fauteuil avec un bon dossier et des bras. Puis, il y a l'espace devant, dans lequel on peut lancer ses projets. Mais le plafond est toujours là. On aimerait garder à la fois un plafond et un toit pour se protéger contre la pluie, la grêle ou la neige. Autrement dit, on vit à l'intérieur d'une boîte et on voit une boîte. Les photographies ressemblent aussi à des boîtes. L'appareil photo ne permet qu'un encadrement carré. À mesure qu'on avance le film, on voit des carrés qui se suivent. Notre cadre de référence semble se caractériser par cette forme carrée. Mais il ne sert à rien de trop s'en faire. On peut danser avec ce carré. Voyons de quoi a l'air ce coin, puis celui-là, puis le suivant, et cet autre plus loin. On peut laisser plein d'espace au-dessus. Le fond, en revanche, peut être très solide. Quant au côté, on pourrait jouer avec la manière dont on perçoit le monde.
Si le monde pousse vers la gauche ou vers la droite, on peut suivre le courant. Tant qu'on n'entre pas en lutte, tout va bien. La droite peut envahir la gauche, ça va, c'est une bonne photo. Même chose du reste si la gauche envahit la droite. Dans cette perspective, le principe fondamental de la photo consiste à voir les choses telles qu'elles sont dans leur propre nature ordinaire. C'est très simple et direct. On doit être prêt à voir comment on peut formuler mentalement une photo ou un concept. Peut-on le faire, oui ou non? Il est évident qu'on le peut. On doit toutefois consentir vraiment à accepter une vue, sans avoir d'attente, sans conceptualisation. On doit être prêt à prendre n'importe quelle vieille photo, bonne ou mauvaise. L'essentiel est de rester extrêmement prudent et curieux devant ce que le monde offre à voir, ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous percevons vraiment, comment le voyons-nous, qu'est-ce que nous voyons. C'est très important. Le vieux dicton « voir, c'est croire » n'est pas vrai. Voir quelque chose ne nous oblige pas à y croire. Nous devons voir comme il faut. Nous devons regarder. Ensuite, ce pourrait être vrai. L'intérêt ici, c'est qu'en aiguisant sa perception d'une manière complète, totale, le jargon métaphysique ou philosophique devient superflu. Nous nous occupons avec précision et sans intermédiaire du fonctionnement de la vision ou de la perception quand nous regardons un objet et la manière dont la perception d'un objet transforme notre esprit. Quand on étudie le symbolisme ou l'iconographie, on doit tout considérer dans ses moindres détails. Il faut penser lentement, ralentir. Il ne s'agit pas tant de faire le plein d'idées et de renseignements le plus vite possible, mais le plus lentement possible, de sorte qu'on comprenne la structure fondamentale. Par exemple, on peut examiner un tanka tibétain de qualité exécuté par un grand artiste tibétain. On y voit de la peinture bleue fabriquée à partir de lapis lazuli pulvérisé. Le blanc vient d'une sorte de craie, le rouge est du vermillon, le jaune est de l'or pur, tandis que le vert est une espèce de peinture végétale. Tout dans cette œuvre a été choisi par une seule personne qui se passionnait pour ce type de travail. De la même manière, il nous faut voir quelle est la quantité d'effort et d'intelligence à investir dans notre vie pour qu'elle soit bonne et complète. Autrement, nous risquons d'avoir des ennuis parce que nous voulons tout faire d'une traite. Peindre le tanka au complet demain, en faire une réplique exacte. Mais il ne s'agit pas ici de donner un cours de peinture. Je veux simplement vous montrer comment voir les choses telles qu'elles sont. Quand on voit un tanka, on pourrait simplement le regarder, non pas comme une œuvre d'art exemplaire, mais simplement comme un objet sur lequel porter la vue. Le regarder, c'est tout. Sentir la différence entre voir un tanka et voir quelqu'un qui a un accident de voiture, voir l'immobilité et le mouvement,
Il ne faudrait pas le considérer comme un contraste fascinant entre les deux mondes métaphysiques, mais plutôt comme une simple perception visuelle. On peut vraiment le faire, le voir. Si l'on regarde trop longtemps, on commence à s'ennuyer parce qu'on aimerait passer au bonbon suivant. À ce stade, il serait préférable de procéder très lentement. En général, nos perceptions visuelles nous rendent agités. Même quand on voit quelque chose d'extraordinairement beau, on est trop timide pour créer un rapport réel avec l'objet. Cette timidité est liée à l'agression. On est incapable de voir les choses correctement, telles qu'elles sont vraiment. Quand on voit des choses d'une grande beauté, elles suscitent tant de fascination, un si grand intérêt, qu'on voudrait les prendre, les toucher, en sentir l'odeur, les entendre. D'un autre côté, quand on voit quelque chose de laid ou de dégoûtant, disons des crottes de chien dans la rue, on refuse d'y toucher ou même de regarder. Et on choisit de faire comme si ce n'était pas là. Berk. Le mode de fonctionnement de notre esprit et notre psychologie, la manière dont nos perceptions mènent notre vie, ne manque pas d'intérêt. En revanche, nous ne nous y abandonnons vraiment pas. Nous ne lâchons pas prise totalement. Ça ne signifie pas que nous devons manger des crottes de chien ou ne plus nous intéresser aux belles choses. Mais il est bon de voir à quel point nous rejetons tout ce qui peut nous choquer légèrement, les choses que nous détestons. Et quand quelque chose nous plaît, il suffit d'y voir un peu d'espoir pour vouloir y pénétrer tout de suite. En fin de compte, nous ne regardons vraiment rien du tout. C'est souvent le cas chez ceux qui ont beaucoup d'argent. Quand ils voient un beau tissu, un beau tableau et tout autre objet qu'ils jugent beau, ils veulent l'acheter illico. C'est leur première impulsion. Puis la peur s'installe. Ils se demandent si ça vaut le coup, réfléchissent au prix, essaient de voir si c'est de l'authentique ou du toc. Il y a un moment de panique. Ils reculent un peu, puis c'est la confusion totale. Incapables d'y voir clair, ils ne savent plus du tout s'ils désirent acheter ou non. La source du problème est l'incapacité de prendre le temps pour regarder les choses telles qu'elles sont, d'une manière directe, claire, comme il se doit. Je dirais que c'est un élément essentiel si l'on veut percevoir le symbolisme. C'est une question de réalité, comment on perçoit la réalité. On pense que lorsqu'on commence à faire l'expérience de la réalité, la vie sera un divertissement et la douleur disparaîtra à jamais. Il est pourtant fort probable que voir la réalité amène davantage de douleur. La réalité ultime pourrait être bien plus pénible que toutes les souffrances que nous avons traversées dans la vie. Cet aspect me semble important, même si nous souhaitons voir les choses changer, fonctionner différemment, se réorganiser, le monde demeure ce qu'il est.